Il est 16h et nous sommes de retour en direct pour cette journée spéciale organisée par la CCI Paris-Île-de-France. Les Digiteurs Days qui, tout au long de cette journée, vous ont convié à ces conférences pour justement vous accompagner dans votre démarche numérique et qui vous accompagnent également tout au long de cette journée avec nos entreprises qui seront là jusqu'à 19h pour vous donner justement et vous présenter des solutions. Avant de revenir un petit peu sur les business meetings, je vous propose de revenir sur le sujet de cette troisième conférence. Nous allons parler de e-commerce avec nos trois invités, les facteurs clés de succès de la vente en ligne. On le sait, le e-commerce est une tendance de fond qui a le vent plus qu'en poupe avec cette fameuse crise que nous traversons et qui a accéléré certaines entreprises dans cette démarche de vente en ligne. On va, avec vous, messieurs, évoquer les pistes, les clés de succès pour développer sa présence en ligne. Je salue Arthur Berthaud de Rakuten France, Head of International Business Development. Bonjour Arthur. Je salue également Kélian Laloué, partenaire de Shopify. Bonjour. Bonjour. Et je salue également Emmanuel Leclerc, directeur Orange Business Développement et Opération des offres de visibilité Pro PME. Bonjour. Merci à tous les trois de répondre à notre invitation au nom de la CCI Paris-Île-de-France. Je vous le disais, vous avez jusqu'à 19h pour prendre rendez-vous avec notre vingtaine d'entreprises. Nous allons vous afficher à l'image la méthode pour prendre rendez-vous. Vous allez sur le menu Rendez-vous, vous sélectionnez le besoin. Il y a 4 besoins au total, vous en choisissez un. Vous allez par exemple sur l'une des 20 entreprises présentes. On va cliquer ici sur les digiteurs. Vous cliquez sur le bouton rendez-vous, vous mentionnez l'objet de votre besoin. Vous n'aurez plus qu'à formuler l'horaire de votre prise de rendez-vous, spécifier éventuellement votre besoin en particulier. Et puis notre équipe, nos entreprises qui sont au nombre de 20, se chargeront de répondre à toutes vos questions pour cet événement des Digiteurs Days organisé en ce jeudi 2 décembre. On parlait de ce e-commerce avec nos trois invités, nos trois experts, mais avant cela, je propose, messieurs, de nous présenter la fonction au sein de votre entreprise. On commence par vous, Emmanuel. Donc voilà, je m'occupe au sein d'Orange de la mise en avant de tous les produits de visibilité à destination des entreprises, principalement des entreprises de 1 à 50 salariés. Et on aura l'occasion de découvrir, mais pas que, une de vos solutions. Arthur, pour Rakuten, la marketplace. Donc oui, pour ma part, mon équipe et moi-même travaillons sur le lancement de l'activité des entreprises TPE, PME françaises et européennes sur la plateforme, la marketplace, et on les accompagne dans leur digitalisation au quotidien. Ça tombe bien puisque vous nous expliquerez comment on peut devenir vendeur sur une marketplace comme Rakuten. Kélian, pour Shopify. Oui, bonjour. Je m'appelle Kélian Laloué. Je suis très content d'être avec vous, parmi vous ici aujourd'hui. Je suis freelance en marketing digital et à côté, je suis également education partner pour Shopify. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que mon rôle à moi, c'est de former un maximum de personnes à l'utilisation du logiciel Shopify en France, et ceci sous forme de conférences, de formations en ligne, d'interventions ici. Voilà. Ce sera aussi l'occasion de nous présenter ce qu'est cette solution clé en main Shopify. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Emmanuel, puisque le e-commerce, je le disais, a le vent en poupe, est en forte croissance maintenant depuis des années et des années. C'est l'occasion peut-être de dresser l'état des lieux dans le monde, également en France, et de dresser un petit peu un profil type des e-commerçants et des e-consommatrices et e-consommateurs, Emmanuel. Oui. Alors, vous l'avez dit, le e-commerce est quelque chose qui se développe dans le monde. Quelques chiffres clés. Le chiffre d'affaires mondial, c'est 4 480 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. Et en France, c'est plus de 110 milliards d'euros sur l'année 2020. Donc c'est énorme, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires des ventes de produits et services en France. Donc c'est quelque chose qui grossit année après année de l'ordre de 10%. Et si on veut s'intéresser un petit peu aux acheteurs, c'est-à-dire qui consomment ce e-commerce, on va tout de suite stopper avec des idées préconçues finalement. Donc il y a autant d'hommes que de femmes qui achètent dès 15 ans jusqu'à pas d'âge. D'accord, donc il n'y a pas de problème d'âge. Il n'y a pas de problème. Les jeunes qui achètent sur Internet. Non, du tout. Alors le vrai cœur de cible, c'est vraiment les 15-50 ans. Oui. Plus de 90% des internautes dans ces tranches d'âge achètent. Et pour ceux qui sont plus âgés, nos seniors, ils sont plus de 80% des internautes à acheter. Donc, pas de disparité non plus régionale. On n'est pas plus acheteur e-commerce
parce qu'on habite, à Paris ou parce qu'on habite en Auvergne. C'est vraiment quelque chose qui se généralise partout. Peut-être un dernier élément à partager avec tout le monde. L'année 2020 était particulière avec le Covid, évidemment. Et donc, on a vu les ventes, l'e-commerce sur les produits augmenter quand la partie service a un petit peu diminué. Ça s'explique simplement parce que dans le service, il y a toute la partie transport qui évidemment a été fortement impactée et toute la partie servicielle, l'événementiel, les spectacles, toutes ces choses-là qui ont été quasiment à l'arrêt sur cette année 2020. Donc le e-commerce s'est fortement popularisé, il n'y a pas finalement de segmentation auprès du public. C'est ça aussi qui est la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous suivent. Et exactement. Finalement, on peut tout retrouver dans l'univers du e-commerce, tous les tarifs, tout type de produits, services. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie clientèle pour ça, une vraie appétence. Et il faut être présent dans cet univers digital. 110 milliards d'euros, c'est le poids économique du e-commerce en France. Merci Emmanuel pour cet état des lieux. Je vous rappelle que vous aurez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions à nos trois invités. Kélian, on observe une hyper-concurrence sur le web, plus d'1,7 milliard de sites dans le monde, c'est énorme. Comment faire pour tirer son épingle du jeu? Quelles sont justement les étapes pour développer sa croissance en ligne? Vaste sujet. Excellente question, effectivement, c'est une question à mon avis que beaucoup de personnes se posent et à mon avis également beaucoup de personnes se sont rendues sur Internet pour essayer d'en trouver la réponse. Et je suis pas sûr que on puisse trouver comme ça par magie sur Internet une formule secrète et magique. Malgré tout, il y a des modèles qui existent, des templates, des frameworks, si on peut appeler ça comme ça dans le langage startup. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le framework AR. Framework AR, qu'est-ce que c'est? C'est 2 A et 3 R. Donc AA, RRR. C'est tout simplement 5 étapes sur lesquelles on va devoir passer pour amener une croissance sur son e-commerce. D'accord. La première étape, c'est le A, c'est l'acquisition. L'acquisition, c'est comment est-ce que je fais pour amener des personnes sur mon site e-commerce. Ça peut être par la publicité, par le référencement, par Google Ads, par des partenariats, etc. Ensuite, on a l'activation. L'activation, ça correspond à quoi? C'est le nombre de personnes qui vont acheter sur mon site Internet par rapport au nombre de personnes qui sont venues sur mon site Internet. D'accord. C'est le taux de transformation, le taux de conversion. Enfin, on a le premier R qui est le revenu, c'est-à-dire comment est-ce que je maximise le revenu des personnes qui achètent chez moi. Généralement, ici, on va agir sur le business model. Est-ce que je fais de l'abonnement? Est-ce que je fais du one-shot? Est-ce que j'essaierai pas d'augmenter le panier moyen? Ensuite, on a le referral, qui est le deuxième R de ce framework-là, de ce modèle AR. Il correspond à la fidélisation. Comment est-ce que je fais pour que les personnes, une fois qu'elles ont acheté sur mon site Internet, eh bien, qu'elles soient satisfaites de mon produit, de l'expérience globale que j'ai proposée, et qu'elles puissent vachement revenir. Là, ça va être le rôle du community management, d'Instagram, de l'email, des pop-up stores. Regardez le lien. On va, justement, je pense en parler. Et le dernier R, le troisième R, qui est le referral, le fait d'en parler à droite à gauche. Le deuxième R, c'était la rétention, oui. Voilà. Et le troisième R, le referral. On a moyen de s'en mêler les pinceaux. Et donc ça, c'est le bouche à oreille. Comment est-ce que j'arrive à générer du bouche à oreille? C'est-à-dire que lorsque j'acquiers une personne, cette personne-là va en parler à 2-3 personnes, ce qui fait qu'on a quelque chose d'exponentiel. Vous nous expliquerez justement comment garder le lien, mais avant de garder le lien, finalement, la première étape, l'acquisition, vous en parlez, c'est finalement être capable de susciter l'intérêt pour faire revenir le consommateur, c'est cela? Justement, c'est assez drôle puisque on pourrait penser que l'acquisition est la première étape dans la croissance d'une boutique en ligne. Sauf que finalement, avant d'amener de l'eau dans un seau d'eau, il s'agit essentiellement de le colmater pour pas qu'il y ait de fuite. Donc en fait, la première étape dans la croissance d'un e-commerce à travailler, ça va être l'activation, la rétention. Voilà, le business model. Comment est-ce que j'essaie d'optimiser le nombre de personnes qui achètent sur mon site par rapport au nombre de personnes qui viennent sur mon site, et je fais en sorte qu'elles reviennent. Là, ensuite, on a la base d'une croissance saine, et ensuite, on va pouvoir, ouvrir les vannes et amener davantage d'acquisitions dans quelque chose dont on est certain. On parlera justement avec vous trois sur la façon dont on peut animer son site e-commerce pour justement développer son chiffre d'affaires. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Arthur. Les marketplaces, on le voit en poupe. Et il est important de préciser à celles et ceux qui nous suivent que quand on est TPE-PME, on peut et on a la possibilité de vendre sur des marketplaces
comme Rakuten. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement un peu le fonctionnement, la façon dont... Exactement, et je dirais même on peut et on Alors, doit. avant cela, peut-être, je vais peut-être vous demander quand même une précision importante, parce que pour celles et ceux qui découvrent un peu le terme, qu'est-ce que finalement une marketplace? Alors une marketplace, c'est très simple, c'est une place de marché. Ouais. C'est un lieu où vendeurs et acheteurs se rejoignent, se D'accord. regroupent pour faire du business, pour échanger, pour que le vendeur puisse vendre son produit et que l'acheteur puisse trouver le produit qu'il recherche. D'accord. Donc nous, au final, nous sommes une rue commerçante. Une rue commerçante virtuelle qui va pouvoir permettre à l'ensemble des vendeurs, TPE, PME, français, européens, internationaux, de vendre leurs produits à l'acheteur, qu'il soit français ou international. D'accord, donc je peux, là, je vous suis, je suis chef d'entreprise, je peux du jour au lendemain vous solliciter, vous Rakuten. Exactement, c'est notre mission. Nous sommes là pour accompagner l'ensemble des entreprises, encore une fois françaises et internationales, pour digitaliser leur activité ou même continuer leur développement, parce que on parlait tout à l'heure avec Shopify, on a des solutions qui sont clés en main, qui se plug à nous pour justement développer et continuer le développement de ces entreprises sur le e-commerce. Et notre travail, c'est d'accompagner tout le monde. Et c'est l'objet de ma seconde question que je vous ai posée en préambule. Comment, justement, on vend sur une marketplace comme Rakuten? Comment on vend? Eh bien, on vend de la même manière qu'on vend sur un site e-commerce. D'accord. Au final, la marketplace, c'est la retranscription d'un site e-commerce. D'accord. Surtout comme sur Rakuten, nous avons aujourd'hui une stratégie qui est vraiment différente et qui est un peu unique sur le marché. D'accord. Nous sommes une pure marketplace. C'est-à-dire que nous ne vendons aucun produit, nous n'avons aucun système d'achat ou de vente en direct. D'accord. Notre unique travail, c'est justement le travail d'être une rue commerçante. Et donc promouvoir l'offre, promouvoir les produits de nos partenaires. Donc vous n'avez pas de stock, en fait. Hein, On ne vend rien. D'accord. On vend aujourd'hui on vend du trafic. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a 17 millions de visiteurs uniques par mois. Et donc, le vendeur va se nourrir de ce trafic pour développer son chiffre d'affaires. D'accord. Et au niveau des règles, parce que quand on découvre un petit peu justement la plateforme, comment on peut s'y développer rapidement, de façon intelligente, parce que je suppose que vous avez forcément naturellement, de par le succès de Rakuten, beaucoup de vendeurs. Comment on se développe, comment on crée sa marketplace au sein de Rakuten? Eh ben, on va créer un e-shop, on va créer un espace qui va nous être dédié et on va suivre les conseils du e-commerçant. D'accord. Chaque vendeur professionnel sur la plateforme Rakuten France a un e-shop, a un conseiller, un expert marché qui va l'accompagner au quotidien pour développer son activité et faire grossir le marché au sein de Rakuten. D'accord. Prenons l'exemple, je vends des produits de piscine. Je vais être accompagné par un expert qui s'occupe du marché de la piscine et qui va travailler avec l'ensemble des vendeurs qui vendent ces produits pour développer ce marché au sein de Rakuten. D'accord. Donc il y a un accompagnement par secteur, Personnalisé. par type de produit. Personnalisé, humain et digital et également physique quand les événements physiques sont possibles. D'accord. Et la force de notre marketplace, c'est être capable de finalement réunir une audience et de convoquer l'offre et la demande pour garantir des volumes de vente conséquents. Je vais me tourner vers vous, Emmanuel et Kélian. Vous représentez deux solutions sur le marché, des solutions clés en main. Quelles sont justement vos solutions, Emmanuel? Alors, Orange accompagne principalement les entreprises de 1 à 50 salariés. D'accord. Justement, les personnes qui nous regardent se posent des questions sur le domaine du digital et nous avons développé depuis plusieurs années des solutions de sites web vitrines traditionnelles et de solutions e-commerce. D'accord. Une offre clé en main, c'est-à-dire on va créer avec l'entreprise sa boutique, son e-shop et on va l'accompagner tout au long de la vie de son site e-commerce. D'accord. Donc voilà, donc on a évidemment beaucoup de clients qui nous rejoignent au quotidien et on les laisse pas tomber pour les accompagner parce que justement dans la durée. Hein, c'est beaucoup d'investissements au démarrage, ce sont des vraies questions pour les entreprises. Avant de se lancer, il faut vraiment se poser ces questions de quels vont être les objectifs, quels sont les moyens humains, financiers que je vais pouvoir dédier, quelle organisation dans la gestion de mon temps. Notamment parce qu'on sait que les e-acheteurs sont très exigeants. Oui. Et donc, il ne faut pas se tromper. J'ai en tête quelques stats. 98% des e-acheteurs sont satisfaits de leur achat. Mais s'ils ne sont pas satisfaits, ils ne reviendront jamais. D'accord. Donc, pour l'entreprise qui se lance là-dedans, ça veut dire qu'il faut s'organiser en disant, je regarde régulièrement les commandes que je reçois. Il faut que je les honore. Il faut que je sois précis parce que l'expérience utilisateur est essentiel. Vous parliez de la taille des entreprises, on a 50 salariés. Est-ce que ça dépend pas finalement de l'activité, du volume de vente ou pas du tout? Alors, tout type d'entreprise peut être dessus. Voilà, ok. Vraiment, tout type d'entreprise. Même question pour vous, Kélian, pour Shopify? Shopify, comment est-ce qu'on peut le définir? Je pense que c'est important de commencer par expliquer sa mission. La mission de Shopify, c'est de rendre le e-commerce plus facile. D'accord. Pour tous les e-commerçants.
pour tous les entrepreneurs, disons. Ils ont commencé en créant un produit, donc une solution en ligne, un outil en ligne qui nous permet de créer une e-boutique. Donc, je me connecte sur Shopify, je rentre mes identifiants. À partir de là, voilà, je construis mon site internet de manière assez intuitive, avec ce qu'on appelle un builder, voilà, un constructeur de page. Et ensuite, je publie mon site internet. Et à aucun moment, les utilisateurs voient que c'est un Shopify. Donc, c'est pas comme une marketplace, c'est-à-dire que l'intégralité de la boutique est aux couleurs du marchand. Ça, c'est ce qui était Shopify au début. Mais j'ai expliqué la mission parce que c'est super important de voir comment le produit et ce que propose Shopify a évolué avec le temps. Aujourd'hui, avoir une e-boutique ne suffit plus. Et Shopify s'en est rendu compte. Pourquoi ? Parce que un e-commerçant, il va mettre ses produits sur sa e-boutique, mais ça va pas lui suffire. Il va également mettre ses produits sur des marketplaces, sur Rakuten. Il va également vendre ses produits dans des pop-up stores, donc des magasins éphémères dans les rues, je sais pas, de Paris, imaginons. Il va également vendre ses produits sur la marketplace Instagram, parce qu'Instagram, aujourd'hui, on peut vendre par ce biais-là. Et finalement, tout ça, c'est des points de contact qui viennent rajouter une sorte de difficulté de synchronisation. Donc Shopify, aujourd'hui, se place en tant que maison mère, disons, de tous ces points de contact avec les clients. Si ces solutions sont clés en main, elles ne requièrent pas de compétences particulières. On présente un chiffre ce matin, 38% des Français ont des lacunes en termes de numérique. Je n'y connais rien et je peux malgré tout, avec vos deux solutions, peut-être aborder le sujet du e-commerce, c'est cela ? Alors, pour Orange, notre positionnement, c'est vraiment celui-là d'accompagner le client. Oui. Donc, en réalité, on va tout faire pour lui. On va qualifier avec lui son besoin, l'aider dans la sélection des produits. On va créer tout son shop. On va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai tendance à dire, on est chef d'entreprise, quel que soit le domaine, et on n'a pas forcément le temps ni les compétences. Orange vous accompagne avec des spécialistes dédiés sur le sujet. Kylian ? Oui, c'était quoi la question exactement ? C'est justement si ces solutions sont clés en main, est-ce que ça requiert justement de compétences particulières ? Je pense bien entendu. Même les trois entreprises ici, justement, ouais. elles sont justement là pour créer tout un écosystème qui rend possible la création de e-boutiques. Et aujourd'hui, n'importe qui vend La difficulté, en fait, la barrière à l'entrée, elle est plus focalisée sur le technique, sur le fait de vendre en ligne. La barrière à l'entrée, aujourd'hui, est plutôt placé sur le curseur de comment je me différencie et comment je fais en sorte d'avoir un produit ou un service qui va marcher, qui va plaire aux utilisateurs. Alors justement, ce service, pour le faire marcher, il faut l'animer. Un site e-commerce, c'est l'animer pour augmenter les volumes de vente. Je m'adresse à vous, Ghalian, et vous pourrez aussi réagir tous les deux messieurs. Quelles sont les opérations que je dois mettre en place pour animer mon site e-commerce et augmenter mon volume de vente ? Je pense encore une fois que c'est une bonne question à laquelle, évidemment, j'apporterai une réponse forcément plutôt évasive, parce que tout dépend de la cible du e-commerçant. On ne vend pas de la même manière et on ne va pas venir animer sa communauté de la même manière si on est en B2B, si on est en B2C. Ce n'est pas la même chose de vendre des vêtements que du mobilier design haut de gamme. Donc forcément déjà, il y a une réflexion sur la cible à laquelle on va s'adresser et ensuite sur la relation qu'on souhaite avoir avec cette cible-là. Est-ce que je souhaite avoir une relation, disons, régulière ? C'est plutôt généralement là le cas lorsqu'on vend des vêtements. Lorsque l'on vend des vêtements, je vais essayer tous les jours de venir interagir avec ma communauté. Et dans ce cas-là, une fois que j'ai ce constat-là, je vais me dire, ok, quel est le meilleur moyen d'animer du coup commercialement ? Ça va être les réseaux sociaux, parce qu'après tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et donc là, je vais me dire, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ? J'accompagnais il y a pas si longtemps une entreprise qui s'appelle Tiller, donc qui est une marque de streetwear, de vêtements. Et donc eux, leur cible, c'est très clairement les 20-30 ans. Même 15-30 ans. Eh bien, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils arrivent à animer leur communauté ? Ils vont sur Instagram et à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, ils vont lancer toute une série de visuels sur Instagram. À chaque fois qu'une nouvelle série qui parle à leur cible, telle que Squid Game, ils vont lancer des jeux concours sur le jeu de Squid Game. Donc, si tu devais taguer 6 potes pour participer à ce jeu, qui est-ce que tu choisirais ? Et parmi ces 6 potes-là, on tire au hasard et on fait gagner un vêtement spécial qu'on a créé pour l'occasion du Squid Game. Donc, en fait, je dirais que avant tout, il faut réfléchir à qui on s'adresse. Et à partir de là, on vient imaginer des choses qui intéressent notre cible. Respire, par exemple, eux, c'est plutôt un canal d'email marketing. Donc,
toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, ils vont donner des conseils sur comment prendre soin de sa peau, quels sont les différents produits qui sont en cours de création et ainsi de suite. Donc une marque cosmétique Respire. Être en phase finalement avec la saisonnalité aussi parfois du calendrier. On sort du Black Friday. Effectivement. Et on voit qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, les grandes sociétés qui se sont aussi saisies du sujet et beaucoup d'entreprises ont justement lancé des opérations là-dessus. Effectivement, le Black Friday, je pense qu'il a été un peu inventé pour ça, pour donner un prétexte de plus, de venir faire des promotions et de venir animer ces offres commerciales. Donc c'est être capable finalement de définir une stratégie et de se poser sur un coin de la table pour tout au long de la saison événementialiser finalement au gré des saisons, au gré finalement de ce qui se passe en phase avec son public. Je pense que l'idée c'est ça, c'est de se construire un calendrier et de réfléchir semaine par semaine selon l'intensité qu'on a envie de donner et d'avoir avec notre cible. Eh bien cette semaine-là on va faire quelque chose sur la fête des mères, on va faire quelque chose sur la journée de la planète, sur Noël, sur le Black Friday, et puis essayer de faire en sorte que finalement une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, voilà, il y ait quelque chose. Pensez-y, tout le monde a son mot à dire là-dessus, c'est important. Vous voulez peut-être compléter? Oui, en complément, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la même chose qu'un commerce physique. Exactement. Qui doit être, et notamment cette période de fête qui arrive, doit être animée. Donc, on voit à l'extérieur des décorations, des produits mis en avant, des commerçants qui vont changer leur rayonnage. Et c'est la même chose dans l'univers digital, ce que tu dis parfaitement. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Modifier l'aspect de son e-shop, utiliser d'autres couvertures digitales, des réseaux sociaux, voilà, pour faire vivre, pour que ce soit vivant, parce que en tant qu'acheteur, ça peut être triste de retrouver toujours la boutique qui est dans le même état, le même visuel. Voilà, ça, faut le dynamiser, faut l'animer à juste titre, et on peut vraiment faire le parallèle avec le monde. C'est une jolie image, parce qu'effectivement, quand on passe devant une boutique fade, c'est la même chose devant un site e-commerce. Arthur. Et au final, la solution Shopify, comme la solution Orange, propose une solution de e-shop, de boutique, avec une vitrine, l'équivalent d'une vitrine d'un magasin physique. Et c'est ce qu'on propose aussi sur Rakuten, c'est promouvoir, mettre en avant des produits. Alors pas forcément avec des promotions, on peut avoir des promotions ou des produits sans promotion. Et donc promouvoir des produits qu'on souhaite vendre à cette période et qui correspondent à l'opération commerciale. On parlait de fête des mères, on parlait de fête des pères tout à l'heure. Ça correspond exactement à ce qu'on dit. Arthur, l'exploitation de la data, ça peut être un véritable levier de croissance. Encore faut-il être capable de justement bien l'utiliser, de bien l'exploiter. Première question, qu'est-ce que la data, déjà, pour bien comprendre et bien saisir? C'est une question qui est très large et on pourrait y passer des heures à en débattre. La data, c'est de l'information. Oui. Aujourd'hui, l'ensemble des e-commerçants doivent travailler la data pour se lancer sur le e-commerce. Alors, travailler la data, ça peut être très long. Moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est faire un benchmark. Analyser le marché, analyser l'offre des concurrents, analyser l'offre de ces concurrents sur les sites marketplace, comme sur les comparateurs de prix ou d'autres sites internet. Ce qui est très important, c'est d'analyser. Quand vous vendez, et on faisait le parallèle tout à l'heure avec les magasins physiques, j'ouvre un magasin physique dans une rue commerçante, je vais comparer ce qui se passe dans cette rue commerçante. Je vais me rendre compte des offres qui sont pratiquées. Je vais me rendre compte également des produits complémentaires ou concurrents qui sont vendus dans cette rue, et donc je vais adapter mon offre en fonction de ça. Et c'est exactement la même chose sur les plateformes internet, sur les marketplaces, et donc c'est adapter son benchmark, réfléchir, analyser pour proposer une solution adaptée. D'accord. Et sur les datas, finalement, quelles sont les datas les plus nécessaires, indispensables pour développer un petit peu? Qui est mon client? À quelle personne je souhaite vendre mon produit? Qui est la typologie de mon acheteur? Est-ce que mon acheteur est plus citadin ou provincial? Est-ce que je m'adresse à une catégorie CSP+, ou pas? Voilà, c'est un tas de choses qui a trait au final à qui est mon consommateur. Être capable de dresser un profil type de sa clientèle, ce qui permet forcément de affiner et d'adapter aussi ses produits et ses offres. Et Emmanuel, les points juridiques, logistiques et serviciels, ils sont importants, c'est pas anodin, un site e-commerce, il y a des règles importantes à respecter. Comment je dois justement les aborder, ces questions juridiques, logistiques et servicielles? Alors, c'est essentiel, alors notamment dans la période actuelle, parce que les géants du e-commerce, dont nous avons un digne représentant aujourd'hui avec Rakuten, ont créé des standards très très importants. Le consommateur est exigeant, donc ça veut dire que l'e-commerçant, quand il se lance, faut qu'il réfléchisse, qu'il travaille, quelles vont être les conditions générales de vente
qu'il va mettre en place, quelle logistique, quelle politique servicielle, par exemple de remboursement, d'échange, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'avant de se lancer dans l'e-commerce, il faut pouvoir travailler ces trois aspects, mes conditions générales de vente, avec quel prestataire je vais travailler pour livrer mes produits, dans quelle zone du monde, quels sont les engagements de ces sociétés de livraison et quels sont mes engagements, encore une fois, de service, parce qu'on l'a dit, l'internaute veut de l'instantanéité, une livraison rapide. Il veut surtout qu'on respecte les conditions du contrat. Si je commande pour un anniversaire un cadeau et qu'il arrive après, vous vous doutez bien que je ne rachèterai pas avec ce... On a un enjeu bien particulier sur les fêtes de fin d'année, là, pour le coup. Ouais. Notamment. Et c'est vrai que les géants, notamment du e-commerce, ont créé des standards qui sont très, très exigeants, parce qu'ils sont très, très bons. Enfin, faut l'admettre. Et donc, ça veut dire que pour les petites et moyennes entreprises qui se lancent là-dedans, voilà, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut consacrer du temps pour bien suivre, encore une fois, mes commandes, mes livraisons, et s'il y a une quelconque défaillance qui peut arriver, comment j'y réponds très rapidement. Être capable de gérer ses stocks, ça aussi c'est important et ça a un véritable impact. Et c'est pas non, je vends sur Internet, je prends la commande, je l'envoie comme ça quand j'aurai un petit peu le temps. Non, au contraire. Vous parliez de ces standards parce que des marketplaces comme Rakuten, effectivement, derrière, ne sont pas déceptifs parce que le consommateur il est servi dans la minute même. Le plus important, c'est l'information. Oui. Informer le consommateur qu'il va bien recevoir le produit pour le 24, pour avoir son produit au pied du sapin ou pour l'anniversaire. Le plus important, c'est répondre à l'attente du consommateur et donc l'informer. Défaillance, livraison, prix de livraison, etc. Tout ça doit être important et pris en compte par l'entreprise qui demain se lancera sur le e-commerce. Bien prévoir tous ces sujets. Et pour vous, là, les fêtes de fin d'année, c'est un enjeu majeur, on l'imagine. Un vrai enjeu. Les services sont forcément organisés et adaptés aussi pour absorber tous les volumes. Exactement. Rakuten est présent en France depuis 11 ans maintenant. Aujourd'hui, on a une vraie expérience et évidemment, nos équipes sont sur le pied de guerre pour préparer et organiser tous ces événements. Kélian, on a vu depuis une décennie fleurir un pléthore de programmes de fidélisation. Ça permet de garder le lien. On parlait justement de cet objectif de garder le lien. Est-ce que c'est justement une solution pour développer cette fameuse rétention client? Et comment on construit une stratégie de programme de fidélisation? Effectivement, la stratégie de fidélisation, c'est une des premières choses qu'il va falloir travailler, puisque une personne qu'on acquiert une fois et qui est fidèle, finalement, on va pas redépenser de l'argent pour l'acquérir de nouveau. Si en plus, ça peut devenir une routine chez cette personne, là, on a tout gagné. J'ai envie de dire, une fois n'est pas coutume. Encore une fois, je pense que tout commence avec un bon benchmark. Oui. Un benchmark, c'est quoi? C'est une étude de marché, même si j'aime pas trop ce mot-là. C'est tout simplement être un peu à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Essayer d'acheter des produits chez les concurrents, disons, ou du moins des entreprises qui un peu similaires à la nôtre. Essayer d'ouvrir les emails qu'elles peuvent nous envoyer, ces entreprises-là, après notre achat. À titre personnel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sur ma boîte mail un dossier que j'ai appelé Benchmark. Et donc, à chaque fois que je reçois un mail de fidélité ou un truc qui me semble intéressant, je le prends et je le mets dans ce petit dossier. Ce qui fait qu'à la fin du mois, lorsque je veux, moi, m'inspirer et mettre en place une stratégie de fidélisation, je regarde tout ce qui peut se faire sur le marché. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de pas avoir peur de la technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que notre vie soit simplifiée lorsque l'on est e-commerçant et que l'on se concentre en fait sur le plus compliqué, qui est finalement proposer une expérience qui va nous ressembler et qui va nous distinguer de nos concurrents. Donc aujourd'hui, mettre en place un programme de fidélité avec par exemple l'envoi d'un email qui explique que la personne peut utiliser un lien de parrainage pour parrainer justement des copains ou des copines à elle et recevoir un coupon de réduction, lui ainsi que le parrainé, ça c'est quelque chose qui est très facile de mettre en place en 3 clics avec Shopify. On va télécharger une application, voilà, on tape fidélité ou loyalty en anglais, on télécharge l'application, ça se met en place. L'enjeu, il est pas là-dessus. L'enjeu, il est plutôt de se dire comment est-ce que je l'explique, ce programme de fidélité. Est-ce que je vais tutoyer? Est-ce que je vais vous voyer? Est-ce que je vais mettre en place une gamification? C'est-à-dire que je vais mettre en place une sorte de petit jeu dans la fidélité? Comment, à quelle fréquence je vais donner des points?
quels sont les types d'actions qui vont permettre de gagner des points? Est-ce que me liker sur Instagram, ça va permettre de gagner des points? Ou alors non, c'est juste une quantité, enfin le nombre d'achats effectués sur le site internet. Donc voilà, pour résumer, un bon benchmark, ensuite une réflexion sur qui on est et quelle est l'expérience que je veux proposer, c'est vraiment là-dessus qu'on va se distinguer. Et enfin, on télécharge une application qui permet de mettre en place techniquement le programme de fidélité. Encore une fois, ça, c'est pas la difficulté. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une espèce de storytelling, on s'éloigne un petit peu au 10e achat, le 11e offert, c'est ça? Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a des standards qui ont été créés, tout le monde est habitué à ça. 1 euro égale 1 point. Oui, ok, d'accord, on peut le mettre en place, sauf que ça me donne pas envie d'y participer à ton programme de fidélité. Ce qui me donne envie, c'est que tu me dises que j'ai accès, par exemple, à un produit exclusif à partir du moment où j'achète 3 produits. Un produit que seuls les membres VIP peuvent accéder. Ah, ok, là tu attises ma curiosité, là on est sur quelque chose de sympa. Et encore une fois, ça, c'est facile à mettre en place avec les applications parce que tout a été pensé. Les solutions elles sont bien existantes et sur Shopify, on est capable de pouvoir, en quelques minutes, en quelques heures, de décliner un programme, c'est ça, de fidélisation. Exactement. En fait, aujourd'hui, les acteurs du e-commerce, ils travaillent tous main dans la main parce que je pense que tout le monde a un intérêt à gagner. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut se mettre en place et vendre sur Rakuten, on va sur Shopify, on télécharge Rakuten. Si on veut mettre en place un programme de fidélité, on tape programme de fidélité. Si on veut faire de l'acquisition, on tape Facebook Ads sur Shopify, on télécharge le plugin, ça permet de connecter tout. Tout le monde travaille main dans la main et je pense que ça facilite énormément le travail du e-commerçant. Arthur, on parle de programme de fidélité, c'est au cœur également de la stratégie de votre développement. Vous, l'acquisition, vous en faites plus. Vous faites beaucoup de rétention parce que vous avez beaucoup de clients en France. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail justement? En fait, notre club de fidélité est basé sur la rétention. D'accord. Aujourd'hui, en France, on a 11 millions de membres sur le club de fidélité, le Club R, donc c'est ce qui est très important. Et ces 11 millions de membres vont représenter 80% du volume d'affaires qui est réalisé à l'année sur Rakuten. Le système de fidélité, il est très simple. C'est jusqu'à 20% du montant de l'achat qui est remboursé en cashback à redépenser sur la plateforme lors d'un prochain achat. Donc j'achète un produit 1000, un iPhone, j'ai jusqu'à 200 € qui m'est reversé en tant que membre du club de fidélité à venir redépenser sur la plateforme pour acheter un produit complémentaire ou un produit complètement différent. Ce qui est important aussi à noter, c'est que ce club est totalement gratuit. D'accord. On est la seule plateforme aujourd'hui à proposer un programme gratuit, ce qui est bénéfique à la fois pour le consommateur parce qu'il a un avantage financier. Il faut noter qu'en 2020, on a remboursé en moyenne 400 € de cashback à nos membres de notre club de fidélité. Donc, c'est vous qui financez le cashback? C'est nous qui finançons. D'accord. Donc c'est 400 € de pouvoir d'achat que Rakuten finance pour aider le consommateur à acheter peut-être un produit plus cher, donc aider le commerçant à vendre plus cher ou à vendre plus. Donc ça, c'est très intéressant et on le note bien, à 80% du volume d'affaires qui est réalisé par des membres du club. Cela explique que le membre, il est quasiment exclusif à Rakuten. Aujourd'hui, il achète chez nous parce qu'il a un avantage financier à acheter chez nous. Et donc cela est forcément bénéfique pour nos 8500 vendeurs professionnels. Le cashback, c'est des solutions que vous avez vues, peut-être vous, auprès de vos clients, c'est TPE, PME qui adoptent peut-être ces solutions, ou c'est encore un peu peut-être trop tôt, c'est encore trop cher, peut-être pas encore assez accessible, parce que Rakuten effectivement le finance, mais à différents moyens que peut-être ces sociétés qui nous regardent aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, cette solution, elle est faite pour accompagner le e-commerçant, qu'il soit expert du e-commerce ou même tout nouveau. On a vu, et on en parlera tout à l'heure, on a lancé des activations pour des entreprises qui ont eu des difficultés, qui sont arrivées en 2020 de par les différents confinements qu'on a connus, se lancer sur le e-commerce et ce cashback, il est bénéfique pour tout le monde. Il est bénéfique pour tout le monde, je le disais tout à l'heure. Le consommateur qui va acheter plus cher, ça va être bénéfique pour le vendeur qui vend ce produit. Posez-nous vos questions. Il est 16h33, c'est la dernière demi-heure avant la fin de cette conférence. Posez-nous vos questions, nos experts y répondront, bien sûr, en temps et en heure. Je me tourne vers vous, justement, Emmanuel. Vous avez présenté des chiffres sur un petit peu des lieux du e-commerce dans le monde, en France, sur le profil également des e-consommateurs et e-consommatrices. Est-ce que, justement, vous pouvez nous donner quelques chiffres aussi, bien sûr, sur le chiffre d'affaires supplémentaire que ça peut apporter à une entreprise qui se lance justement demain et qui offre une e-boutique? Alors, c'est une question qu'on me pose très très souvent et qui n'est pas une question simple. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors finalement, c'est la même question que lorsqu'on crée une entreprise. Combien on va faire de chiffre d'affaires? Déjà, on s'intéresse un peu au marché, voir un petit peu que font les autres acteurs. Votre chiffre d'affaires va dépendre des moyens, du temps que vous allez y consacrer et de la façon dont vous allez l'animer.
J'ai toujours un conseil, alors notamment pour les petites entreprises, encore une fois, les moins de 50 salariés, choisissez des produits qui vous différencient de la concurrence. Si je veux vendre le même produit que des grands acteurs vont vendre, je vais être difficilement visible. Donc, sélectionnez peut-être pas tout votre catalogue produit, mais une partie. Soyez, pareil, précis et exigeant sur la façon dont vous allez mettre en scène votre produit. C'est très important de rendre le produit achetable et sexy pour l'internaute. Donc la mise en scène pour la photo, la description qui doit être précise. Encore une fois, il vaut mieux avoir moins de clients, mais des clients qui recherchent votre produit. Et là, vous allez pouvoir justement avoir du chiffre d'affaires. Je ne vais pas donc donner de chiffres. Il faut se donner des objectifs en tant qu'entreprise. Il faut y aller de manière humble et progressive. Et surtout, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait animer son e-shop. Pareil, il faut suivre ses résultats, se dire tiens, tel produit marche. Voilà, je peux peut-être en mettre plus. Il faut faire des essais. Et c'est comme ça qu'on progresse petit à petit. Tirer son épingle du jeu, c'est ça, par des produits qui n'existent pas ou sur le marché, c'est ce que vous aussi vous préconisez? Des produits complémentaires. Oui. Au moins des produits complémentaires. Après, qu'on soit petite, moyenne ou grande entreprise, on peut vendre les mêmes produits, mais c'est vrai que avoir des produits complémentaires, forcément, attise l'intérêt du consommateur et donc est forcément bénéfique pour la visibilité du vendeur sur les plateformes. Je pense que le produit, c'est la base de tout. On parle de e-commerce, mais dans e-commerce, il y a commerce. Le commerce, c'est ce qui fait l'humanité. On s'est tous construits là-dessus. On a un besoin viscéral d'acheter, et donc lorsqu'un consommateur achète, finalement, il y a plein de choses à prendre en considération. Il faut savoir créer une attente autour de son produit. Il faut créer une certaine rareté. Il faut créer une nouveauté. Et donc, c'est plein de petits points sur lesquels il faut itérer, donc tester. Il y a aussi une sorte de vision, je pense également, initialement. Je pense que c'est ça, c'est du commerce. Donc, c'est-à-dire, il faut réfléchir surtout à une vision. Et c'est ça que les gens vont acheter. Et faire aussi preuve de bon sens, forcément, quand on parlait de ces produits iconiques vendus par des mastodontes. C'est sûr que si on a un petit commerce, il vaut mieux se différencier par d'autres produits qui sont un peu plus singuliers. Au moins pour faire venir le client dans son e-shop. Je vais encore faire un parallèle avec le commerce physique. La grande distribution fait venir une partie de leur clientèle par la station essence. Et une fois que le client est arrivé, on pourrait faire la même analogie pour un site, le client, du coup, il va regarder d'autres objets et donc il vient pour acheter un produit spécifique, et c'est là où la valeur ajoutée se fait. Il va repartir avec ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus. Je vous propose, messieurs, de passer à la séquence de questions-réponses. Nos internautes ont des questions à vous poser. La première d'entre elles concerne vous, Arthur Rakuten. Est-ce que Rakuten est connectable uniquement avec Shopify ? On est connecté avec un tas de solutions, dont Shopify. D'accord, donc il n'y a pas que Shopify. Nous, encore une fois, le travail de la marketplace Rakuten France, c'est d'accompagner l'ensemble des partenaires, des entreprises, peu importe la technologie qui est utilisée de leur côté. Donc, on pourra intégrer et aider, accompagner l'ensemble des partenaires et des entreprises. Donc là, et dans la deuxième partie de question, est-ce possible justement de connecter des CMS comme WordPress ou WooCommerce ? Évidemment. Évidemment, sans problème. Autre question pour vous, Arthur. Quelle est la commission prélevée par Rakuten ? Alors cela va dépendre de la catégorie de produits. D'accord. Aujourd'hui, il y a un point à noter, c'est que nous avons ouvert, et nous sommes la seule plateforme marketplace en France aujourd'hui à le faire, un abonnement qui est gratuit. D'accord. C'est pas vraiment un abonnement parce que c'est gratuit, mais aujourd'hui, l'entreprise française, une TPE-PME française, peut venir bénéficier du trafic et de la visibilité de Rakuten sans frais mensuels. Et la commission, du coup, variera en fonction de la catégorie de produits qui sera vendue par le partenaire. Ouais, ça tombe bien parce que vous venez de répondre justement à la deuxième partie de cette question. Est-ce que le dropshipping a encore de l'avenir ? C'est une question que je vous pose à tous les trois. Je pense que le dropshipping est un business model, que c'est ni plus ni moins que ça. Et je pense qu'il y a eu une certaine, dérive de compréhension. On n'arrive plus trop à assimiler exactement ce que c'est que le dropshipping. On assimile beaucoup aujourd'hui le dropshipping à acheter des produits de très mauvaise qualité alors qu'on nous a promis quelque chose d'incroyable, très souvent sur une plateforme, sur les réseaux sociaux, qui mettent en avant, c'est très dynamique, on sait même pas trop pourquoi, on a vu la publicité et puis on a été happé par l'expérience et on a fini par acheter ce produit-là, on se retrouve un peu déçu. Donc oui, je pense que
ce système de dropshipping est terminé. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là tiraient bénéfice du fait que l'acquisition sur les réseaux sociaux était à l'époque quelque chose de pas très répandu. Aujourd'hui, il y a des très très gros acteurs, il y a beaucoup plus de personnes, donc finalement les personnes qui utilisent les réseaux sociaux sont habituées à avoir des publicités et la concurrence fait que ça pousse en fait les produits de bonne qualité. Donc en ce sens, le dropshipping est terminé. Après, est-ce que le dropshipping business model est terminé ? Là, je pense que non. Je pense que non, parce que le principe même de ne pas vouloir gérer ses stocks et de les mettre à disposition d'un logisticien, ou alors que ce soit notre fournisseur qui envoie directement à notre client, je pense que ça, à l'inverse, ça va se développer. Le nombre d'entreprises qui vont proposer ce type de système va se développer. C'est ça, le dropshipping, de mon point de vue, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années et qui va continuer à perdurer si c'est bien fait. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise se structure pour pouvoir faire du dropshipping et du bon dropshipping, si je puis dire. Autre question qui vous concerne à vous, Arthur. Alors, vous y avez peut-être déjà répondu, mais vous allez y répondre une nouvelle fois. L'entreprise peut-elle déposer ses produits à Rakuten ? Non. Aujourd'hui, Rakuten ne stocke pas de produits. Nous sommes exclusivement une rue commerçante digitale. Voilà. Donc nous, notre travail, c'est vraiment d'accompagner le partenaire, de lui mettre à disposition notre expertise e-commerce et de l'accompagner dans le développement de ses ventes, tout en étant exclusivement qu'une rue commerçante. C'est un point de rencontre qui réunit l'offre et la demande. C'est important de le rappeler. Le sujet de cette table ronde, e-commerce, les facteurs clés de succès de la vente en ligne. Si je dois effectuer un dernier tour de table, quels seraient les messages importants que vous avez à faire passer à celles et ceux qui nous suivent ici en direct pour les Digital Days, Emmanuel? Des messages, c'est tout type de produits et services a sa place aujourd'hui en e-commerce. Oui. Le ticket moyen en France, c'est une donnée importante, c'est 65 €. Et donc ça peut être des produits qui valent quelques centimes à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros. Il faut bien effectivement réfléchir à la stratégie qu'on va mettre en place, les moyens qu'on va dédier. Et après, voilà, il faut se lancer. Et Orange est là pour accompagner ces entreprises. On n'a pas parlé de tarifs, mais c'est complètement accessible. En fait, il faut y aller. En fait, de toute façon, être présent digitalement, au-delà du e-commerce, c'est plus qu'une nécessité, on l'a dit. Il faut faire preuve également d'audace. Il faut oser des choses. Le monde digital le permet. Il faut l'animer, on l'a dit. Et encore une fois, tout le monde grandira par ce biais. Il est à la portée de tout le monde et tout le monde a son mot à dire. C'est important de le rappeler. Même question à vous, Clément. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. C'est une énorme opportunité. Le e-commerce est opportunité dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour être e-commerçant. On n'a pas besoin d'avoir un certain âge, une certaine expérience dans le milieu. Donc en ce sens, ça ouvre les barrières à l'entrée. Vraiment sont très accessibles. Tout le monde peut y arriver. Et je rajouterais quand même qu'il ne faut pas oublier les difficultés. Les difficultés, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir la bonne vision, c'est d'être humble. Parce que très peu de personnes réussissent leur premier e-commerce. C'est généralement une succession d'échecs qui amènent à un succès. Donc il faut être humble, il faut être très audacieux, il faut persévérer. C'est, disons, le commerce d'aujourd'hui, 2.0. Et ce qu'on apprend avec ce e-commerce aujourd'hui, c'est pas du tout une tendance qui va s'arrêter. Donc c'est-à-dire que autant prendre la machine en route et continuer à persévérer. Et dans tous les cas, les compétences qu'on acquiert aujourd'hui seront utiles demain. Arthur ? Bien sûr, aujourd'hui, le e-commerce est ouvert à tout le monde. Que vous soyez une TPE, une PME, une grande entreprise, nationale ou multinationale, vous pouvez vendre sur le e-commerce, sur des marketplaces ou créer un site e-commerce. Après, j'insisterai sur un point qui est qu'il ne faut pas dissocier et qu'il ne faut pas opposer le commerce physique du commerce digital. C'est un peu le faux procès qu'on fait en permanence d'ailleurs. C'est communément ce qui se dit, mais c'est une faute. C'est une faute parce qu'aujourd'hui le digital vient en complément du physique et on le voit à travers des plateformes ou à travers également des marketplaces comme Rakuten. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de monter une solution de click and collect, qui permettrait via le digital de driver du trafic en magasin. Donc aujourd'hui, le commerce physique va se nourrir du commerce digital et demain, ce sera encore plus fort.
Merci Arthur, merci également à vous Kélian, et merci à vous Emmanuel. C'est sur ces mots que cette conférence va se terminer. Merci d'avoir participé, d'avoir répondu favorablement à cette invitation, l'invitation de la CCI Paris Île-de-France. 16h45. La journée va commencer puisque vous le savez, vous avez jusqu'à 19h pour vous connecter et réaliser tous vos business meetings avec cette vingtaine d'entreprises qui va répondre à toutes vos questions, qui va vous présenter toutes les solutions qu'on a évoquées à l'occasion de ces 3 conférences et qui vont vous être justement exposées à l'occasion de ces business meetings. On vous y attend nombreuses et nombreux. Je remercie l'équipe qui a organisé l'événement des Digital Days. Merci à la CCI Paris Île-de-France, merci à Maxime, merci à Lucie, Anissa, Sharon, Raphaël et Adrien. Merci également aux équipes de production Mon Studio TV. Les Digital Days, c'est pas que le 2 décembre, c'est également sur tout au long de l'année. Vous pourrez suivre l'intégralité de l'information des Digital Days sur les réseaux sociaux, également sur son site avec de l'information, mais également des formations tout au long de l'année. On est ensemble jusqu'à 19h pour cette journée des Digital Days et quant à nous, on se retrouvera pour d'autres conférences avec les Digital Days. Excellente soirée à toutes et à tous et merci encore une fois, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Merci.